Bien. Merci de rester fidèles en ce vendredi après-midi. Et il pleut. Oh, bon, bah alors, on est très bien là. Alors. Restons au chaud. Alors, au cours de ces 2 journées, nous avons abordé, et je cite notre président, sujet empreint de noblesse, de magie, c'est ce que vous nous avez dit hier matin, fantasmagorique. Et il fallait évidemment le cadre du musée Picasso, bien sûr, pour confronter, échanger entre conservateurs, représentants des administrations concernées, avocats, notaires, juristes, universitaires. Donc c'est un bel exemple de compagnonnage scientifique. Et il faut évidemment, Monsieur le Président, vivement vous remercier d'abord d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Vous nous avez dit hier vos réticences de départ, et puis finalement, je crois que vous ne regrettez rien. Enfin, c'est peut-être ce que vous allez nous dire. Parfait, merci beaucoup. Je voudrais aussi évidemment remercier Laurent Lebon qui nous accueille, Juliette Pozzo, Daphné Boissonnet, et puis Émilie Bouvard, qui hier nous a convié à une visite extrêmement captivante de cette exposition temporaire tout à fait remarquable. Remercier évidemment les institutions, le ministère du Budget, le service juridique de la fiscalité. On avait d'ailleurs été accueillis de manière très agréable dans cet établissement. Le ministère, bien sûr, de la Culture. Alors, c'est incontournable pour nous, et notamment le service des musées de France. Je dois dire que l'ISP, le centre de recherche, entretient depuis maintenant un certain temps des relations étroites avec le ministère de la Culture qui nous soutient, ainsi que le comité d'histoire d'ailleurs du ministère. Et puis évidemment remercier quand même l'équipe de l'ISP. Je pense en particulier à Marie Trapp et puis aux jeunes chercheurs que nous avons à cœur de solliciter pour transmettre justement un patrimoine immatériel qui est la science juridique en devenir. Alors sur la loi, je veux dire qu'on a affaire à un texte, c'était dans la tradition, d'ailleurs on ne peut plus dire maintenant la même chose, mais la loi sur la datation, elle s'inscrit dans la tradition de ces textes courts, limpides, que tout le monde peut comprendre. Je pense à la loi de 1913, par exemple, dans son premier jus, bien sûr, à la loi de 1930 aussi sur les sites, qui est d'une clarté limpide. Alors quand on voit ce que ces lois sont devenues dans le code de l'environnement ou dans le code du patrimoine, on est un peu effaré. Hein. Mais c'est vrai que ce texte est sur le plan de l'écriture est évidemment très intéressant. C'est tout sauf une loi bavarde, et pourtant on a passé 2 jours à parler de cela. Hein. Donc on peut regretter justement que nos textes qui sont produits à l'heure actuelle soient d'une rare complexité, difficile à interpréter. Bref, je ne vais pas résumer ces 2 journées. Hein. Nous avons été vigilants, nous avons été passionnés. Je disais tout à l'heure qu'à la lecture du programme, on pouvait craindre, ce qui arrive souvent, que les interventions soient redondantes. Et bien pas du tout, finalement. Chacun a pu trouver l'occasion d'apporter une touche personnelle à la manière dont il a perçu ce mécanisme original, qui poursuit donc un double objectif: éviter la disparition du patrimoine artistique national, évidemment, et puis enrichir les collections publiques dans de bonnes conditions
financière, hein, par l'aménagement d'une fiscalité. J'ai noté ça. On nous a dit hier matin que la fiscalité pouvait être intelligente. Et effectivement, là, on a un bon exemple d'un dispositif extraordinaire dans la combinaison des avantages qu'il apporte, bien sûr. Alors, quelques réflexions que l'on peut tirer, bien sûr, de tout ce qui a été dit, tout ce qui a fait l'objet de commentaires. Sur le travail notamment de la Commission et sur l'organisation du système. C'est un travail collégial, hein, à tous les niveaux, dès le moment où l'administration fiscale d'ailleurs est saisie du projet, hein, jusqu'à son aboutissement. Alors, il est intéressant, quelques observations si vous me le permettez, il est intéressant de découvrir comment se lient les liens entre les différents outils. D'abord, on l'a bien noté, entre les différents outils d'enrichissement des collections, la dation, la donation, le mécénat d'entreprise, la question du Trésor national, éventuellement le dépôt. Il y a aussi une autre idée sur laquelle on a été, je crois, très, très sensible, c'est les liens très forts qui peuvent s'instituer entre finalement l'administration, les conservateurs, et puis les familles, ou voire les collectionneurs. J'ai noté l'exemple de Martin Leroy qu'on nous a cité, et qui lie le conservateur et le collectionneur, et sa famille, disons la famille du collectionneur, depuis, si j'ai bien compris, depuis 1914. Il y a une continuité tout à fait intéressante. Donc l'idée d'un processus dynamique qui s'inscrit dans la durée. Il y a une chronologie très forte, hein, qui est intéressante à souligner. Alors, il y a quelques échecs. On a évoqué, bien sûr, l'échec Claude Berry, mais c'est une exception. Oui, mais alors, je voulais dire que... Oui, oui. D'accord. Oui. Ah oui, là, d'accord. C'est pas un échec, c'est un mauvais coup. Non, parce que je voulais distinguer, c'était les projets qui n'aboutissent pas. Pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le refus de l'action est très fréquent, 1 sur 2. D'accord. Oui, c'est des projets qui n'aboutissent pas. Pour autant, est-ce que... Oui, non, mais par rapport je veux dire, par rapport à l'institution... Voilà. D'ailleurs, il y a une modification de la législation Oui. à la suite de cette... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que le fait que les projets n'aboutissent pas, c'est, de mon point de vue, quelque part, le signe que le système fonctionne précisément. Puisque, vous voyez ce que je veux dire, puisque... Vous avez parfaitement compris. Voilà. Bon, merci. Voilà. Alors, la dation aussi, c'est un moyen d'enrichissement majeur pour le patrimoine du XXe siècle. Et on l'a vu, bien sûr, avec les collections d'artistes, et puis, bien sûr, avec les dations Picasso. Hein. Il faut quand même en parler, même si le ministre Roland Dumas ne peut pas être parmi nous ce soir, mais il faut en parler, d'autant que, bien sûr, on célèbre aussi le musée. Alors, c'est une dation instituante emblématique, précisément, on l'a dit, pour les œuvres, hein, qu'elle a permis de faire rentrer dans le musée. On a rappelé la genèse complexe de cette belle institution dont aurait pu précisément parler Roland Dumas s'il avait été parmi nous, parce qu'il aurait véritablement parlé en connaissance de cause, puisqu'il était, il faut le rappeler, donc l'avocat d'une partie de la famille. Et cette dation instituante, comme l'avait dit Maurice Ecardi, c'est un vrai miracle. La première dation Picasso,
constitue effectivement un événement tout à fait marquant, hein, par l'histoire des collections. Histoire des collections, j'aime bien ce terme, picassienne, moi je ne savais pas que ça existait, mais aussi pour l'histoire constitutive du dispositif de la dation. Une dation exceptionnelle qu'elle ne peut pas constituer un précédent, bien sûr, pour l'avenir. On ne sait pas. Mais alors peut-être que vous pouvez... Il peut arriver une grosse collection. Rêvons. La création d'un futur musée, alors, comme le musée Picasso. Non, mais on peut imaginer, vous dites que ça ne se produira pas, on peut imaginer qu'il y ait une très grosse collection qui mérite en soi un lieu d'hébergement et un statut d'établissement public. Rien ne l'interdit. D'accord. Pour l'instant, record inégalé. Je reconnais. Voilà. Autre chose très intéressante, bien sûr, c'est pour aller au-delà des dations Picasso, j'allais dire fondation, c'est l'élargissement évidemment des biens susceptibles d'être mis en paiement, et très révélateur de l'avènement d'une conception extensive de la protection du patrimoine. C'était évident. Celle-ci ne se réduit plus au seul domaine culturel ou artistique, mais elle englobe des nouvelles formes de patrimoine. Je reviens sur moi, ça m'a fasciné l'histoire de l'hélicoptère, vous l'avez bien compris, les coléoptères, bien sûr, mais le patrimoine naturel. Hein. C'est quand même un signe aussi intéressant qu'on relève dans le droit du patrimoine culturel, c'est que le patrimoine culturel irrigue par bien des côtés certains outils du patrimoine naturel. Je crois que c'est très, très intéressant. Et on a là un bon exemple. On s'est interrogé sur la question de savoir si oui ou non on pouvait envisager une soulte. L'exemple étranger a été donné tout à l'heure, je crois, par Antoinette Maget. Dans certains systèmes, on admet cela. Et la question que je me pose à ce moment-là, et que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des exceptions L'État rend la monnaie oui, lorsque l'État... Non. J'avais entendu parler quand même de la soulte. Non, il n'y a pas eu un problème avec la succession Rothschild pour le tableau sur la tauromachie. Je ne connais pas ce nom-là. Je ne connais pas cet exemple. D'accord. Non, attendez. Oui. Il y avait une dation et la commission a demandé aux contribuables, je ne dis pas dateurs moi, aux contribuables s'ils ne voulaient pas proposer un autre tableau de sa collection qui intéressait davantage. Mais ils voulaient bien, mais le tableau valait plus que les droits qu'ils avaient à régler. Donc tout le monde a accepté la proposition de ce fameux tableau de Manet, la tauromachie, et il y a eu une soulte versée par, je crois, les amis enfin je ne sais plus. Mais c'est une exception qui n'a jamais donné les... C'est pas vraiment la mise en œuvre de la soulte. C'était à la demande de l'administration que les gens ont changé et donné un tableau plus cher. La valeur libératoire ne correspond pas toujours, jamais, à l'objet lui-même. Mais c'est normal. Mais il se fait que très souvent, dans des discussions en amont, on réalise cette coïncidence. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire la dation mettent un prix qui leur paraît susceptible d'être accepté. Voilà. Donc il y a au départ une discussion, mais on ne rend jamais la monnaie. Par contre, on essaie d'être le plus juste possible par rapport à la valeur de l'objet. Par contre, ce qu'on fait maintenant, et c'est à la suite de l'affaire dont on parlait,
le contribuable peut rajouter des choses. Où on peut, si par exemple on propose un tableau chez un collectionneur bien connu, il me donne un tableau, je lui dis écoutez, c'est pas terrible votre truc. Et je sais qu'il en a d'autres. Ou je ne sais pas qu'il en a d'autres, mais je lui dis écoutez, si vous voulez substituer à ce tableau 2 autres tableaux ou un autre tableau, je suis d'accord. Et ce sont des procédures qu'on utilise souvent. Autrement dit, l'objet d'art devient un peu effectivement une monnaie et nous ajustons au plus près des besoins du contribuable et des besoins des musées de l'État. Excusez-moi, pardon. Les descendants de Caulaincourt, où c'était un ensemble avec à la fois un écrin en acajou, un sabre présentant une lame du XVIIe montée par Boutet, un fourreau, des attaches. Et donc là, c'est le sabre qui a fait l'objet de la dation. Le fourreau a été donné et l'étui a été acheté. Donc il y a eu, du fait qu'il y avait 6 pièces distinctes, il y a eu une répartition. J'en profite pour avoir ce micro pour dire une petite chose, c'est que il y a eu un autre exemple de création de musée, même si ça n'a pas le même rayonnement que le musée Picasso, et parce qu'il est exactement contemporain, je pense que ce faisant, il a été moins médiatisé. C'est tout simplement la dation de la famille impériale, à laquelle a fait allusion le sieur de Riclès plus tôt ce matin, qui a abouti à redistribuer et rebattre les cartes du paysage napoléonien en France, avec Malmaison désormais cantonné dans le consulat et la figure de Joséphine, Fontainebleau qui traite ce front de taille ô combien onéreux et difficile comme champ de bataille, qui est le cœur de l'Empire, 1804-1815, et puis évidemment Compiègne pour le Second Empire. Et donc ça aboutit à la création ex nihilo d'un musée, à l'époque de Jean-Pierre Samoyau, de Monsieur de Margerie. Et donc ça, c'est une naissance. La dation est de 79, l'ouverture du musée de 86, c'est exactement contemporain du musée Picasso. Tout à fait. Non, mais je pense que cet exemple-là, comme celui de Picasso, ou ce que disait le président, correspond aussi à un souci qui est toujours prioritaire dans la prise en compte des dations et auquel, en tant que directrice des musées de France pendant 10 ans, nous avons veillé avec l'ensemble des musées nationaux et des grands départements patrimoniaux qui veillent à ça, c'est que les propositions qui sont évaluées sur le plan scientifique par les conservations correspondent à des besoins des institutions auxquelles elles pourraient être affectées ou à des musées en région, et je sais que Vincent Lefebvre ce matin en a parlé, qui auraient besoin de collections. Et donc on est sur un rapport entre une valeur évidemment presque marchande, qui a en tous les cas une valeur de libératoire sans aucun doute de la part de la personne qui a besoin de faire la succession, une question fiscale de la part de l'État finance, et une question aussi culturelle de la part de l'État culture sur le fait de dire la valeur exceptionnelle de l'œuvre doit être présente, mais il faut aussi qu'elle corresponde à soit une lacune des collections nationales qu'on va combler, soit à quelque chose qui a un niveau d'excellence tel que l'État doit absolument en être propriétaire pour le faire rentrer dans le patrimoine national. Donc on a cette espèce de qualification du niveau d'excellence qui est très important et qui là relève complètement du travail d'exigence des différentes conservations. On a vu hier avec Christian Brien et Alfred Pacman à quel point le travail sur la constitution des collections du Musée national d'art moderne relève de cette démarche. On le rappelle effectivement aussi très justement sur les collections napoléoniennes, et ça a été évidemment le cas aussi sur Picasso, mais c'est assez systématique. Une grande dation qui avait été très emblématique, qu'on oublie, mais qui prouve, enfin pas qu'on a oublié, mais dont Claire Chastagnet a parlé, qui est l'origine du monde, montre bien qu'on est là dans une démarche où au moment où ça se fait, dire que l'origine du monde a une valeur marchande, alors que c'est aussi un objet de scandale, etc., mais qu'il faut que ça rentre à Orsay, signifie donc aussi une démarche scientifique extrêmement exigeante, qui est, je pense, aussi à la fois l'honneur des musées français et l'honneur des musées nationaux sur l'exigence de collection
du patrimoine national. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait de dire que cette extension légitime du domaine de la lutte s'entend aussi par finalement une extension de ce qui est devenu patrimonial, ou de ce qu'on estime être patrimonial, avec une qualification, une légitimation d'autres patrimoines à travers l'aspect beaux-arts, puisque on le voit à travers les collections de Roger Caillois ou d'autres éléments, à quel point finalement l'aspect finalement esthétique aussi peut entraîner une évolution dans l'estimation qui est apportée. Mais ça, je pense que cette qualification scientifique est pour moi tout à fait fondamentale et entraîne ce débat très particulier dans ce rapport on parlait hier de contrat moral entre une famille qui va donner et qui peut créer aussi des liens forts avec une conservation, mais justement dans ce rapport d'exigence sur l'œuvre. Pour l'information de la salle, je voudrais donner un contre. Ce que dit Madame Labourdette, évidemment, est parfaitement juste. Elle est mieux placée que quiconque pour le dire d'ailleurs, et je confirme. Le projet de l'excellence et l'objectif de bien placer l'objet dans les collections nationales et non pas comme un cheveu sur la soupe, si je me permettre. Je voulais juste, pour votre information, peut-être pour l'anecdote, donner un contre-exemple, si vous voulez. Par exemple, il y a quelque temps, on nous a proposé un objet mystérieux, une boîte comme ça, qui s'appelait, je crois, Praxinos, enfin, un nom de genre Tintin. Enfin, je veux dire, on s'est posé la question de ce que c'est. Et en réalité, c'est un objet qui a été inventé par un Français qui a inventé, sans le savoir, le dessin animé. Et il a vu arriver le cinéma, le vrai, que vous connaissez, et il a dit mon invention, personne ne l'utilisera jamais. Et il a jeté son appareil dans la Seine, et lui-même s'est suicidé de désespoir. Une histoire absolument tragique. Sauf que ce qu'il a inventé a donné lieu au dessin animé, comme vous connaissez tous, qui est une industrie florissante, en France notamment, mais partout dans le monde, et n'a pas empêché d'exister le cinéma. Donc on l'a acquis. On a dit ce type a senti quelque chose, un appareil qui n'a pas beaucoup servi, et voilà, le musée du cinéma, on l'a acquis. Alors je dis pourquoi, parce que excellence au sens financier, non. J'ai oublié, c'était 30 000 euros, comme ça, un petit truc. Mais vous voyez, on ne pouvait pas laisser passer une chose comme ça, qui manifestement était une invention. C'est une exception. On était bien sur l'excellence scientifique quelque part, finalement. Oui, c'était. Par contre, la valeur, oui. Là, comme vous dites, la valeur n'est pas. Voilà. C'était pas. Autre chose, c'est sur la question des refus. Que nous disent-ils, ces refus de la doctrine, les refus qui sont ceux de la Commission? Bon, d'abord, je rappelle qu'on ne peut pas accepter de dation dont on ne connaît pas l'origine, donc l'affiliation, et quand on ne sait pas d'où ça vient, on ne prend pas. Et parfois on regrette, bien entendu, parce que je prends l'exemple de la peinture, il y a souvent des très grands peintres qui viennent d'où, on ne sait pas très bien. En général, les peintres payent, par exemple, les encadreurs, par exemple. Mais ils n'écrivent pas, je l'ai donné à monsieur machin. Donc il n'y a pas d'origine, si vous voulez. Donc ceux-là, on les refuse parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Deuxièmement, on refuse tout objet qui a été acquis depuis moins de 5 ans. Ça, c'est pour éviter la spéculation, etc. Alors, ça arrive jusqu'à nous, on ne peut pas le refuser, mais on le constate. Quant au reste, c'est-à-dire à beaucoup de choses, j'en reviens à ce que disait Madame Labourdette, on le refuse parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Ou bien parce que l'État est mauvais, et de temps en temps, on nous apporte restauration trop lourde, on demande l'avis des spécialistes, etc. Donc, mais en gros, si vous voulez... alors, je voudrais quand même dire que de temps en temps, nous avons aussi des opérations de sauvetage exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on trouve... je me souviens d'une table qui était destinée à Versailles, dont le propriétaire célèbre voulait beaucoup d'argent, que la commission d'acquisition a
refusé, qui est arrivé chez nous, et nous avons dit que c'était une table extraordinaire qui était faite et dessinée pour Versailles, et que la remettre dans le secteur privé en permettant à un fermier de l'Arizona de l'acheter pour mettre ses cactus avec l'estampille Château de Versailles, c'est quelque chose de choquant. Voilà, donc l'objet était en mauvais état, les bronzes n'étaient pas là, mais on a considéré que c'est vraiment le patrimoine français, une commande royale de Versailles pour Versailles. Eh bien, on a divisé la somme que voulaient les propriétaires par 4. C'est vous dire que finalement, l'objet n'était pas trop cher. Et c'est rentré à Versailles, et Versailles sont très contents. Bon, ce ne sera pas un objet parfait, mais voilà un autre exemple où la commission a joué de son indépendance. Voilà. Alors peut-être je vais le dire parce que le président ne peut pas le dire. Je pense que l'un des éléments très forts aussi du travail de la commission interministérielle pour les dations, c'est le fait qu'on est sur une continuité très importante, aussi bien dans les présidences. Vous avez devant vous simplement le 3e président de la commission des dations, ce qui n'est pas... et 3 ou 4 le 4e, mais bon, ça n'est pas pour... près de 50 ans d'activité, c'est pas considérable. Hein. Ça fait des longs mandats et en même temps aussi des membres qui sont aussi à la fois peu nombreux et avec une pérennité importante. Et donc la capacité pour l'ensemble de ces grands experts de créer une véritable jurisprudence dans la manière dont à la fois ils fonctionnent en positif et en négatif. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que comme vous le disiez, la loi n'est pas du tout bavarde, mais elle finit par s'établir ou par constituer une véritable jurisprudence de fonctionnement qui fait que s'établit une stabilité et une forme de prévisibilité de la Commission qui, je pense, est extrêmement importante aussi au regard, comme le rappelait le Président, des grands critères de travail sur l'excellence de la Commission. Je peux compléter ce que dit Mme Odette. En fait, le bureau des dations, c'est un bureau, est une toute petite structure. Il y a certes le président, mais je prétends que le président n'est pas la personnalité essentielle, même s'il est un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il essaie de faire coordonner les choses. Mais le chef de bureau, je salue 2 chefs de bureau qui, depuis la création, sont... Mais oui, parce qu'on parlait, Mme Tcherbatchev et Mme Abo, qui est là depuis 1 an et demi. Mme Tcherbatchev, je le dis toujours en plaisantant, mais j'ai tort de plaisanter. Il y a 2 personnes qui ont créé les dations, c'est Malraux et Mme Tcherbatchev. Non, mais vous savez, bien sûr, c'est drôle. Mais la vérité, c'est ça. Et je confirme tout à fait ce que dit Mme Labourdette, c'est que c'est tout petit. Et il faut pourtant créer une culture des dations, avoir des réflexes dations, avoir l'habitude de procédures plutôt tordues, de transmission, etc., un petit machin, un truc. Et c'est vrai qu'au bout de 50 ans, c'est peut-être ça qu'il faut célébrer, c'est cette vie de ménage entre le président, la commission et le chef de bureau. Voilà. Et ce côté, alors je le dis, pardon, c'est peut-être un provocateur, tout le monde a compris que j'étais quand même un provocateur, mais c'est pas pour rien que j'ai fait de la politique toute ma vie. Ce petit continent qu'est le bureau des dations est évidemment dans une énorme administration et mal à l'aise, c'est-à-dire qu'il est en réalité assiégé. Qu'est-ce que c'est ces 2 personnes qui remuent de l'argent, le président, machin. Et c'est vrai que dans l'administration française, ce côté minuscule, ce micro que vous avez rappelé, est tout à fait exceptionnel. J'ai connu ça, pour faire un parallèle rapide, pour l'aménagement du territoire. À l'époque, on avait créé. Donc il y a une certaine fragilité de cette commission
qui fait en réalité son indépendance et qui explique la raison pour laquelle, parce que le législateur a bien compris le problème. C'est pour ça qu'il a fait nommer le président par un arrêté du Premier ministre. C'est pour le faire échapper. Voilà, vous avez compris. Sur le fait d'être assiégé, il faut savoir que la commission des nations donc, est hébergée physiquement avec le service des musées de France, avec des fauteuils admirables sur lesquels nous sommes assis, et que donc on a tout est rouge aux Dations, à part l'écharpe du président qui est orange, mais autrement tout est rouge dans le bureau des Dations, les dossiers, les fauteuils et la température parfois. Et l'importance des dossiers, et c'est vrai qu'on est sur une forme très particulière d'administration qui est, au sens premier du terme, une forme d'administration de mission. C'est-à-dire qu'elle ne se justifie que par l'alimentation d'une démarche positive et volontaire de citoyens qui décident d'activer le système et le processus. Et que donc, on est sur une réponse finalement très originale de l'administration. Elle ne génère pas toute seule son activité. Elle répond à une demande qui est une forme de demande sociale. Et donc, derrière, elle enclenche et engendre quelque chose. Et c'est vrai que je pense que la pérennité et la stabilité des présidents, des membres, et évidemment, je vous remercie des responsables, que ce soit Suzanne ou Béatrice, de cette commission, sont des éléments fondamentaux, à la fois du très bon dialogue avec le ministère, il faut le dire, et aussi du travail, avec les deux ministères, du travail très réussi qu'elle accomplit. Alors, bien sûr, on ne parlera pas ici de l'authenticité, on a compris. Par contre, ça serait intéressant quand même de revenir sur la provenance. Hein. Vous avez dit, et c'est une mesure de prudence, qu'il était maintenant vraiment très problématique d'envisager par le biais d'une dation, l'acquisition d'objets archéologiques compte tenu du contexte. Pareil pour les biens des arts premiers venant d'Afrique. On pourrait d'ailleurs se poser la question de la légitimité du raisonnement pour ce qui concerne des biens qui ne proviendraient pas forcément d'Afrique, mais d'Amérique latine ou d'Océanie ou d'Asie, bien sûr. On était plusieurs à se poser la question de la, comment dirais-je, de la nécessité, de la grande rigueur du respect du secret fiscal dans ce domaine, secret sans limite. Dans quelle mesure on ne pourrait pas envisager pour que tout de même que le public soit davantage informé sur la traçabilité de l'œuvre, que dans les cartouches, certes on n'indique pas le nom, vous allez me dire que c'est un peu hypocrite ce que je vais vous dire, mais vous allez voir, on n'indique pas le nom évidemment du dateur, mais qu'on puisse mettre, par exemple, ancienne collection X ou... Bon, je réponds tout de suite à cette question. D'abord, globalement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le problème d'avenir d'un certain nombre d'arts premiers d'Afrique est un énorme problème qui va surgir maintenant, sur lequel on ne peut pas se taire. Parce qu'à partir du moment où on en a parlé, c'est fini. D'ailleurs, une des premières à avoir soulevé le problème, c'est Madame Labourdette. Nous avons une dation art premier, elle a dit, elle a demandé une nouvelle expertise. Nous en avons plusieurs là. On a reporté les dossiers. Ça demande réellement réflexion et il faut que l'opinion publique le sache. Et disant ça, je ne fais pas du tout la critique de qui que ce soit. Je dis que c'est un problème. Parce que pour la dation, le problème, il est très simple. Il ne s'agit pas d'acquérir des choses qu'il faudra rendre. Tout le monde dit on ne peut pas demander à un contribuable de l'argent pour en faire cadeau plus tard. Donc, je prends ce sujet extrêmement au sérieux. D'ailleurs, je peux le dire sans... Là, je peux le dire. Dans la dernière session de la commission des nations, il y avait un problème art premier important africain.
Mais il y avait un objet, pardon, mais il y avait un objet grec, un casque grec d'une exceptionnelle qualité d'après tous les rapports que nous avons eus. Un casque du VIe siècle. Je ne sais pas si vous êtes amateur de ça, mais moi qui ne suis pas du tout un spécialiste de ça, c'est un objet admirable. Eh bien, on a décidé de ne pas le prendre parce que le Louvre nous a indiqué que c'était une fouille sauvage. Vous voyez que jusqu'où on va, je veux dire, c'est pas seulement... Alors, ça pose un vrai problème, mais ça pose un problème aux collections nationales. Moi, non, je voudrais avoir les instructions, mais je sais que pour un certain nombre, je n'en aurai pas. Bon. Je clôt ce chapitre parce que ça, probablement, c'est une page qui arrive. Hein, même si on essaie de dire maintenant tout ça, c'est pas grave. C'est un problème. La question que vous posez sur les noms, moi, je suis pour mettre le nom de celui qui a fait la nation. Alors, je sais que le ministère de la Culture, pour d'excellentes raisons, n'en veut pas. Je sais que les finances disent « Ah bah oui, après on va avoir des emmerdes parce que le type qui a vu le tableau a dit « Mais moi, je suis le cousin, j'ai rien touché, etc. » Ce sont des bons arguments, c'est clair. Seulement, je dis que si on veut... À l'origine, pour moi, c'est un non-respect des familles. Vous voyez, je prends ça un peu au sens un peu sentimental, et que beaucoup de familles donnent pour que quelque chose de leur goût personnel, de leur conviction, de leur passé, de leur engagement, figure de les collections nationales. Aux États-Unis, on le sait, on met le nom de la salle du type, monsieur Attel a donné, machin. En France, on est extrêmement pudique sur les problèmes d'argent, c'est le problème. Et beaucoup de gens hésitent à faire des dations parce que leur nom n'apparaîtra pas. Donc moi, je ne dis pas ça pour flatter les familles, je ne dis pas ça parce que je suis têtu, mais je dis parce que je sais d'expérience, depuis que je suis président des nations, que des gens viennent me le demander. Et quand je dis, madame, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas prendre cet engagement parce que, voilà. Et même, je suis méchant au point, lorsque je vois des publications d'art où c'est écrit Dation, madame machin, monsieur truc, j'écris au journal, vous n'avez pas le droit, etc. Vous voyez, vraiment un vrai chien, quoi. Je veux dire. Voilà. Mais je suis obligé de le faire. Mais je vous assure que les nations vivent sur un périmètre restreint, avec au fond des sources pas si nombreuses que ça, et qu'on augmenterait certainement en qualité si on pouvait mettre le nom. Mais ce n'est pas une polémique que je mène, je donne vraiment ma propre expérience de cette affaire. Voilà. Merci. Alors, je partage effectivement ce qu'a dit le président sur la difficulté de gérer la question des provenances. Sur la publicité des dations, je serais peut-être un tout petit peu plus nuancée dans la mesure où souvent on se rend compte que, comme ça a été rappelé par exemple sur l'épisode des sabres de Colincourt ou sur d'autres, qu'il y a souvent une dation, à côté une donation, voire éventuellement d'autres procédures, et que si la dation est anonymisée, la donation, elle, ne l'est pas et permet d'avoir une connaissance aussi de ce que représentait ce patrimoine, de sa mise en cohérence. Après, je pense qu'on peut aussi recueillir sur le sujet un espèce d'accord de principe de la famille qui a accepté, ou enfin qui a bénéficié de la procédure de la dation pour, à un moment ou à un autre, savoir quelle formule on pourrait choisir dans le cartel. C'est peut-être quelque chose qui est envisageable à condition, effectivement, que sur le plan fiscal et que sur le plan des musées qui en bénéficieront, on passe peut-être un petit délai aussi de rigueur pour
attendre que l'ensemble de la partie des héritages, des successions soit traitée. Des choses sont peut-être moins sensibles au bout de 10 ans ou de 15 ans qu'elles ne peuvent l'être immédiatement après. Donc il y a peut-être une question aussi de délai, de travail sur lequel on peut travailler. C'est évident que ce qui est compliqué aussi dans la position affichée de l'État d'une forme d'anonymat, c'est qu'il n'y a pas de raison non plus d'aller trop loin dans la célébration de quelque chose qui est le paiement d'un impôt. Et que donc, voilà, personne ne vous félicite de faire votre chèque sur l'impôt sur le revenu, enfin, ou d'avoir... Il n'y a plus de chèque d'ailleurs, donc voilà. Donc, mais, non mais, et donc, cette difficulté-là, c'est ça l'élément complexe d'une forme de valorisation excessive de quelque chose qui n'est finalement qu'un acte normal. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y avait une forme de réserve de la part des pouvoirs publics. Mais évidemment, je partage aussi et je comprends la position du président sur le fait de dire que... Je suis obligé d'avoir avec beaucoup d'inquiétude. Oui. Vraiment beaucoup d'inquiétude pour l'avenir, parce que je ne sais pas si nous pourrons résister à l'idée, il faut regarder l'actualité, qu'il y a des dossiers auxquels on ne peut pas accéder, où des gens en œuvre d'art paient leurs impôts. D'une certaine manière, la confidentialité ou le périmètre réduit des nations les protège quelque part. Mais si demain, moi j'étais député, je connais un peu le sujet, si demain un député fait une question écrite en disant on veut l'ouverture de tous les dossiers fiscaux des gens qui vont faire des tableaux et des machins, moi j'aurais pas un seul donateur. Il faut être clair, parce que oui, mais je prétends très librement, parce que là je parle politique, que ce danger-là, il existe. Il existe. Je ne suis pas du tout tranquille pour l'avenir. Alors, je savais, on savait défendre les parlementaires qui étaient convaincus de l'intérêt, de la beauté de notre culture à défendre les œuvres d'art dans le cadre de l'impôt sur la fortune. Combien je me suis battu, parce que c'est un simple amendement qu'on a introduit à la commission des finances. Donc, c'est même pas une loi. Bon. Mais sur la loi Malraux, qui a été conçue à une période de prospérité, il faut être clair, où l'État pouvait se payer de ne pas un manque à gagner, il faut être clair, ça allait dans les musées, d'accord. Aujourd'hui, cette notion, je vous le dis franchement, hein, il faudra se battre. Et à mon avis, un des intérêts d'un colloque comme celui-là, c'est de vous faire prendre conscience à tous, mesdames et messieurs, que les temps... L'étude de la pratique administrative sur la conservation in situ des biens meubles apportée comme ça permet également de s'interroger sur l'opportunité de faire évoluer le cadre légal de la dation sur le modèle des possibilités ménagées de la loi Malraux concernant la donation. Est-ce que oui. Pas de problème, il y a beaucoup de donations qui se soldent par une partie de dation. Oui, c'est ce qu'on a vu, ça, c'est très intéressant, ça. La continuité ou l'utilisation des différents outils, dation, donation, dépôt, trésor national. Absolument. Oui, le maintien sur place, puisque c'est plutôt ça, le maintien en l'état, où j'imagine ce que vous aussi voulez traiter par là, c'est la question du maintien d'ensembles mobiliers dans des châteaux, en disant la dation peut le faire, voilà, qui a été envisagée hier, ne pose entre guillemets que deux questions, mais qui sont des questions dont la résolution n'est pas très facile. C'est tout d'abord de savoir sous quelle responsabilité de conservation est placé l'ensemble mobilier laissé en l'état, et donc qui prend la responsabilité de considérer que l'État qui a bénéficié donc de la valeur libératoire est toujours maintenu et que les conditions sont bonnes pour
continuer à laisser l'ensemble avec cette valeur-là. Et ensuite, comment est-ce présenté au public ? Puisqu'on l'a bien vu hier, et ça a été rappelé, je pense, par Vincent ce matin, le principe de la dation, c'est que ce soit offert au public en contrepartie du paiement de l'impôt. Et que donc l'ouverture au public dans les présentations, que ce soit dans des musées ou que ce soit, comme on l'a dit hier, à la BNF, et donc ouvert à la consultation, à la numérisation, est la contrepartie du paiement de l'impôt et de l'intérêt général. Donc si vous êtes sur un château privé où les choses sont laissées en l'état, mais que le château privé lui-même n'est ouvert... Il y a une partie de la loi sur les monuments historiques qui dit que ça doit être ouvert plus de 90 jours par an. Donc ça peut fonctionner. Mais on est sur des mesures où il faut vérifier que la disponibilité au public est maintenue et que l'état de conservation et de préservation des œuvres qui ont été servies au paiement est assuré. Si on a ces deux conditions-là, objectivement, les ensembles, pourquoi pas. Mais ces deux conditions-là sont souvent beaucoup plus complexes à gérer et à préserver sur le long terme qu'on l'imagine. Parce qu'on prescrit toujours en disant oui, mais ça va marcher, la famille est sympathique, tout ça c'est bien, ça marche pendant 10 ans, 5 ans, 15 ans, déjà 15 ans c'est beaucoup. Et puis la génération d'après, les gens ont pris l'habitude, ou les enfants ont pris l'habitude que ce soit là, ont oublié que ça a servi au paiement d'impôts d'État, et quand on leur explique qu'il faut qu'ils continuent à être ouverts au public, vous disent oh, c'est compliqué, c'est trop... Enfin, on se retrouve avec des processus où, on disait hier, le temps de l'État n'est pas le temps des privés. Et donc mélanger ces deux temporalités est quelque chose d'extrêmement difficile quand on parle d'objets et d'ensembles aussi complexes que les ensembles mobiliers dont vous parliez. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait facile à régler. Je voudrais compléter ce que dit Mme Labordette. Elle a parfaitement résumé, bien entendu, la situation. Mais il se fait que lorsque j'étais à Matignon, j'étais chargé de présider une commission interministérielle pour réfléchir à cette question. On a essayé d'élargir le champ des dations avec la question... Je crois que vous avez participé à ces réunions, d'ailleurs. Voilà. L'idée était, si vous avez un Picasso chez vous, vous pouvez le garder chez vous et ça appartient quand même à l'État. Comme l'explique Mme Labordette, très vite on s'est aperçu que c'était complètement irréaliste. Et qu'en plus, quand vous payez les impôts, vous ne gardez pas l'argent chez vous quand même. Non mais je veux dire, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu ça. Parce qu'au fond, la tentation de prendre ça sous le bras et partir en courant, d'un petit cousin qui est venu prendre un petit déjeuner un jour, n'est pas à exclure. Deuxièmement, le problème de la sécurité, je crois que quelqu'un a rappelé l'affaire d'Annette du château hier, je crois. L'affaire de sécurité, alors en fait c'est pas ça, c'est ça, etc. Mais le problème de la sécurité, l'État n'a pas confiance. La conservation, l'exposition au soleil. Les gens ouvrent leurs rideaux, ferment leurs rideaux, les musées vivent pratiquement dans le noir. Je veux dire. La conservation est un problème essentiel. Donc si vous voulez tout ça réuni, je crois que c'est pour une donation ou une dation, si c'est à l'État, c'est à l'État. Alors, il y a des exemples, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a des cas de dépôt, mais bien réfléchis, dans des cas bien précis, où c'est l'intérêt de tout le monde et patati. Une question aussi, un peu à la marge, mais tout de même, récemment, le concept de patrimoine immatériel a été introduit dans la définition au Code du patrimoine. Et alors on se posait la question suivante, notamment à propos de l'exemple qui nous a été donné concernant l'acquisition des marionnettes par la Bibliothèque nationale de France, si j'ai bien compris. Est-ce que la Commission s'intéresse en quelque sorte, par exemple de cet exemple, justement à la prise en compte du patrimoine immatériel pour évaluer est-ce que... Ah, vous savez qu'au titre de la convention, sur le patrimoine, sur la sauvegarde du patrimoine immatériel, vous avez des marionnettes qui sont inscrites comme artefacts d'une expression immatérielle, d'une expression culturelle.
Sous le contrôle du président, je pense que c'est très nettement la distinction entre le fait que le patrimoine immatériel, c'est une expression artistique qui, pour ce faire, a besoin à la fois donc, de quelqu'un qui est en capacité de manipuler d'un savoir-faire et de savoir manipuler des objets, et effectivement l'objet lui-même qui reste un objet matériel avec une certaine valeur aussi en fonction de la qualité avec laquelle il a été fabriqué, des tissus qui sont mis dessus, etc. Et que c'est cet objet qui permet une expression culturelle qui a été validée et acceptée par la... Voilà, absolument. Le système UNESCO rajoute une dimension autour, mais on pourrait dire que je ne pense pas, par exemple... Voilà. L'art de vivre, pour prendre un autre exemple, l'art de vivre à la française n'est pas acceptable en Dation, mais par contre, les meubles qui sont à Versailles, qui traduisent l'art de vivre à la française, le sont. C'est la protection du tangible qui est en question avec la dation paiement d'œuvres d'art. Mais c'est vrai qu'hier, avec l'exemple d'Isabelle de Chermont, on avait l'impression que dans l'appréciation de la valeur, entrait en ligne de compte le fait que ces marionnettes étaient l'expression d'un savoir-faire et d'une pratique artistique, etc. Et quand ils ont plaidé, parce qu'elle a évoqué les difficultés de plaider le dossier. Pardon. Et elle a évoqué les difficultés de plaider le dossier. Parmi l'argumentaire, et je pense que c'est plutôt le sens de ta question, est-ce que des considérations que l'objet dégage une valeur qui renvoie à l'idée d'un patrimoine immatériel, est-ce que c'est un sujet, par exemple, qui peut être pris en... Oui, oui, mais est-ce que c'est explicitement... Là, c'était... Oui, oui, mais... Oui. Oui. Oui, oui, j'entends bien, mais oui. Non, mais j'entends bien, mais classiquement, mais classiquement, on raisonnait sur certaines valeurs, l'intérêt d'art, d'histoire, etc. Et ces valeurs-là, c'est un peu des valeurs nouvellement révélées par des catégories comme la catégorie du patrimoine immatériel. Donc c'était simplement, est-ce que c'est pour vous un sujet ? Pour la littérature, c'est un vrai problème, ça. Par contre, c'est quand même du patrimoine immatériel. Oui, de cette manière. Et si on prend un autre exemple, l'origine du monde, qui en soi pourrait apparaître comme une image uniquement pornographique, elle n'a de valeur que par sa valeur culturelle et par son histoire et par ce qu'elle représente dans l'histoire de Courbet, dans les différents propriétaires successifs et jusque la légende qui s'est formée autour. Et c'est tout ça qui fait que l'œuvre devient une œuvre digne d'une dation. Exactement. Oui, tout à fait. L'œuvre devient concept. Mais il devient comment ? Par son histoire, bien sûr, c'est ça le phénomène, la phénoménologie. Mais c'est aussi par ce qui lui est arrivé, par l'amour que le portent les hommes. Mais c'est un concept, effectivement, la maison du monde est un concept. Ça devient un concept. Oui, d'accord. Oui, enfin, d'ailleurs, ce débat ne concerne pas spécifiquement la question de la nation support. Mais le fait est qu'il faut prendre conscience que le fait que le législateur ait décidé de préciser dans la définition du patrimoine culturel qu'on incluait le patrimoine immatériel, ça va avoir des conséquences juridiques. En valeur, sur la valeur, oui, absolument. Ça c'est certain, et vous avez raison sur le fait de dire que c'est une... Il faudra quand même travailler le concept. Ouais. Bah oui. On dépend de l'argent pour de l'immatériel, il faudra d'abord lui faire des cours particuliers. Bien. Vous avez dit, Monsieur le Président, que vous étiez pessimiste. Et est-ce que vous pouvez essayer de nous rassurer quand même un peu ? Mon souci, ce système génial de Malraux subsiste. C'est un système complètement gagnant, un système utile, tout ce que vous voulez. Mais je suis pessimiste à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée que l'État puisse avoir des manques à gagner dans l'impôt. Alors vous allez avoir tout de suite tout un discours
sur le thème « Pourquoi pas donner la même chose aux hôpitaux ?» Je vous en passe des meilleurs. Mais si j'ai été élu, je sais que c'est un discours qui existe et qui a aussi ses fondements. Donc, si j'ai une inquiétude, c'est que je souhaite que maintenant les politiques, alors je dis au sens fort du terme, parce que j'en étais un et je sais que les politiques sont capables du pire, mais sont capables des meilleurs. Parce qu'une administration ne résistera pas seule à cette vague. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut des ministres costauds, il faut un discours convaincu, il faut s'attendre à des heures dures, car ce qui avait lieu il y a 50 ans n'est plus du tout le contexte d'aujourd'hui. Alors j'ai dit pessimiste parce que j'ai un peu envie, finalement vous m'en donnez l'occasion, de faire un peu d'agitation sur le thème. Ne vous endormez pas, les donateurs. Ne vous endormez pas sur les lauriers de Malraux. Je prétends que cette générosité de l'État, que ce dialogue entre des grands donateurs, des grands collectionneurs, reste dans l'esprit de gens qui ne connaissent pas le sujet, discours de cultivés à l'usage des cultivés, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on le donne au public, et les musées sont ouverts au public. Mais voilà, je ne veux pas noircir la soirée d'un colloque que j'ai trouvé extrêmement intéressant, dans une maison émouvante de qualité, émouvante. Je dis que ça me fait plaisir, parce que c'est moi qui ai insisté pour que cette maison soit un établissement public. Et voilà, je le dis parce que personne ne le sait, et moi ça me fait plaisir, parce que j'ai énormément d'admiration pour ce qu'a fait Dumas. Le président Dumas, il n'est pas là, mais il a quand même permis à la France, je crois qu'il faut le dire, qui était très en retard dans l'acquisition des Picasso, il faut quand même le savoir, hein, grâce à la famille, qui ont payé leurs impôts, je n'oublie jamais ça, mais construire quand même un des plus beaux musées d'Europe, au Fort du Mont, j'en sais rien. Voilà, je voudrais le dire. Donc tout ça a été infiniment précieux. C'est pas bien sûr, c'est du droit, et je vous félicite de faire du droit. Bien sûr, c'est de l'argent. Je vous félicite de le dépenser ou pas le dépenser. Mais au fond, vous parlez de quelque chose d'immatériel, et ce musée en est la meilleure preuve, quelque chose d'un grand projet français. Je voudrais effectivement m'associer tout à fait à ce qu'a dit de manière tout à fait remarquable le président, mais peut-être souligner comme lui, finalement, un devoir de vigilance que l'on a tous. C'est-à-dire que, comme il le rappelait, Malraux a fondé le ministère de la Culture, il a fondé les Dations, il a beaucoup travaillé à la création du musée Picasso. On voit que tout ce triple héritage, finalement, est célébré aujourd'hui à travers ce colloque, mais que les bases sont... sans être fragiles, en tous les cas, elles ne sont pas forcément d'une légitimité absolue pour tout le monde, et que, comme il a fallu se battre aussi pour... qu'il ne faut pas se battre pratiquement chaque année pour la question de l'intégration des œuvres d'art dans l'impôt sur la fortune, ou sur le... Donc on a des espèces de récurrence, et le fait de dire payer des impôts avec des œuvres d'art est quelque chose qui ne va pas de soi dans la démarche, dans le monde moderne, et que donc je partage l'aspect devoir de vigilance et devoir aussi de défense d'un dispositif dont on a vu que si on en est à 50 ans de réalisation avec des choses aussi différentes que la donation Picasso, les meubles de Carlin dont on parlait hier, l'autoportrait de Vuillard, le mur de Brancouz, le mur de Breton, on est sur des choses tellement variées que cette loi a prouvé par elle-même sa pertinence et sa capacité à s'adapter à l'actualité. Mais il faut aussi qu'elle soit portée par la société dans toutes ses composantes, que cette société soit les gens qui veulent payer les impôts et qui continuent à s'activer sur cette base-là, que ce soit aussi par les ministères, mais ça je sais que c'est le cas, et que ce soit aussi par l'ensemble des personnes qui œuvrent et qui travaillent autour de ça. Et je pense que là c'est tout le public qui est concerné aussi, de savoir à quel point c'est précieux, et comme toutes les choses précieuses, c'est souvent fragile.
Et surtout que, si j'ai bien compris, sur le plan des finances de l'État, ça ne représente jamais qu'1 kilomètre d'autoroute par an. Ça, c'est typiquement le genre de choses sur lequel... Il ne faut pas dire. Oh, pardon. Non, mais ça nous a été dit. Oui, c'est vrai. Non, mais Claire a raison. Et c'est pas. Mais c'est malheureusement jamais comme ça que c'est compté. C'est-à-dire que quand on en parle dans le, ça permet évidemment de relativiser, mais évidemment, mais quand la manière dont ça paraît, c'est au contraire, c'est regarder tout ce qui échappe à l'impôt et en réalité, donc on est sur des raisonnements où. Le calcul est bien sûr juste. Bon, d'abord, j'ai envie de demander si c'est l'autoroute en milieu urbain ou pas urbain. Alors, je vous le dis parce que je me suis occupé d'autoroute. Je peux vous dire que c'est pas. Alors, vous me ferez le calcul sur Horace Campagne, mais c'est pas le même prix. Non, mais la vérité, c'est qu'on rejoint, tout le monde se rejoint. La vérité, c'est que d'abord, on ne prend pas tout, heureusement. Mais voilà, c'est un bout d'autoroute qui tient la route, si je puis me permettre. Mais c'est surtout une autoroute qui a un rayonnement immatériel, vous comprenez, voilà. Ce qui n'est quand même pas le cas de l'autoroute normale. Heureusement, parce que les gens regarderaient en l'air. Donc, voilà. Et puis, je voudrais quand même dire que la Commission des Nations, en tout cas, ne prétend pas être le collecteur universel du génie de ce bas monde français. Heureusement, elle s'inscrit, je dis le mot inscrit parce que c'est bien comme ça que je le conçois, inscrit dans une nébuleuse de dispositions fiscales qui vont des nouvelles lois sur le mécénat, etc. Donc, il ne faut pas déconstruire le système et présenter les nations comme une espèce de vibrion orgueilleux, libre. Je ne le conçois absolument pas comme ça. Et quand je dis que le système est menacé, je disais que les autres systèmes sont également, n'est-ce pas ? Il y a une certaine solidarité. Mais au fond, l'image de l'autoroute immatérielle pour les nations me convient assez bien. Finalement. Avant de nous quitter, je voudrais inviter M. Laurent Lebon de nous rejoindre et lui redire, ainsi qu'à toute son équipe extrêmement dynamique et efficace, toute la reconnaissance que nous lui portons pour nous avoir accueillis pendant ces 2 jours dans des conditions extrêmement agréables. Et je voudrais vous dire aussi que les personnes qui sont intervenues vont être priées de rédiger un texte, car nous envisageons très fermement la publication de ces actes.